Bon, bah déjà, merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Thomas l'a dit, mais c'est un peu bizarre en soi que des députés de l'Essonne et de Seine-Saint-Denis se retrouvent dans l'Yonne et dans la Nièvre, qui sont des départements ruraux qui n'ont rien à voir sur l'idée avec les départements de la région parisienne, et que certains aiment bien souvent opposer justement en disant il y a des problématiques qui sont spécifiques à la ruralité, c'est vrai, il y en a, et d'autres qui sont spécifiques au quartier populaire. Et nous, on veut prendre le point de vue inverse, qui est celui justement de tisser du lien. Je suis désolé, je devais préparer mon discours avec tout à l'heure, mais j'ai dû faire un aller-retour en circonscription et j'ai pas pu le faire aussi correctement que j'aurais aimé. Donc nous, on essaye de faire ça avec Thomas, de faire ce lien entre zone populaire quartier populaire et zone rurale, et de le faire autour de la question des services publics, de la question du pouvoir d'achat, de tout ce qui peut rassembler les gens sur des problématiques communes. Mais on pense aussi que c'est pas suffisant finalement, parce que c'est ce qu'on a fait pendant la campagne présidentielle. On a parlé des problématiques qui étaient celles à la fois des quartiers populaires et des zones rurales. On a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé de tout un tas de choses qui pouvaient résoudre les problèmes qui se posent dans les zones rurales, et bien mieux finalement que les macronistes, que les lepénistes qui proposaient à peu près rien pour régler le problème, puisque pour ce qui concerne les lepénistes, ils nous parlent essentiellement des problèmes d'immigration, qui, je pense, comme vous le savez autour de vous, ne sont pas les principaux problèmes qui peuvent se poser, à mon avis, dans l'Yonne. Or, dans l'Yonne, ils ont quand même réussi à obtenir des députés, et dans les zones dans lesquelles, au contraire, vous avez des territoires où il y a de l'immigration, où il y a eu de l'immigration, et où vous avez des populations qui sont très mélangées, ben vous avez l'exact inverse, des gens qui savent ce que c'est que l'apport de cette immigration, et qui, à l'inverse, considèrent que c'est une richesse pour le pays, et qu'ils votent du coup plutôt pour des députés qui permettent de répondre à des problèmes réellement concrets, à savoir comment on arrive à boucler les fins de mois. Mais du coup, on se dit aussi que c'est pas suffisant le seul unifiant par les objectifs. Il faut rajouter à ça une couche supplémentaire qui est une couche culturelle, parce que nos adversaires gagnent, nos adversaires d'extrême droite en particulier, gagnent justement sur des logiques culturelles en disant notre pays est en train de changer, il ne ressemble plus à ce qu'il était avant, regardez ces vagues migratoires qui sont en train de nous envahir. Et en réalité, ils gagnent sur des enjeux qui sont des enjeux culturels. Nous, on a fait le choix de revenir aux fondamentaux de la République française, et c'est pour ça que j'offre des cocardes partout où je passe, parce que c'est un symbole qui vient de la Révolution française, de même que le drapeau tricolore. En réalité, c'est des symboles qui ont un contenu politique extrêmement profond, qui a un contenu social et antiraciste. Et j'insiste sur antiraciste, parce que quand on a fait la constitution de la Première République en 1793, la nationalité française, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait la citoyenneté. La citoyenneté française s'acquérait soit par la naissance sur le territoire national à l'âge de 21 ans, soit, et c'était, je vais vous citer l'article à peu près de tête, mais ça disait tout homme, parce qu'il y avait un autre problème qui était l'intégration des femmes. Tout homme âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui vit en France depuis une année et il vit de son travail, acquiert une propriété, épouse une Française, nourrit un vieillard, adopte un enfant, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Et vous voyez que au moment où nous créons la République française et au moment où naissent les symboles que sont nos symboles nationaux, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, eh bien, dès le départ, il y a une notion d'intégration de tous ceux qui sont prêts à faire peuple tous ensemble autour de ces objectifs communs. Et donc nous, on pense que ça, justement, ces symboles, ils sont présents dans le peuple français, que l'idée révolutionnaire, elle est présente dans le peuple français, que l'attachement à la République, il est présent dans le peuple français, à la condition qu'on lui redonne le sens qu'il avait. Et ce sens-là est aussi un sens social, puisque quand nous avons créé la République française, les premières mesures de cette République, c'était des mesures sociales, c'était pour garantir le droit à l'existence. Et à l'époque, on avait voté d'ailleurs une loi du maximum général, qui était en fait une loi de blocage des prix, pour éviter que les spéculateurs accaparent la richesse, tandis que d'autres mourraient de faim. Donc pourquoi on est venu ici dans l'Yonne? Eh bien, c'est à cause de Philippe, le maire d'Aquin. C'est
c'est Aquin. Et il y a une autre partie en haut, j'ai pas retenu le nom. Chaumont, le hameau. Pourquoi on est venu là? Eh bien parce que ils organisent tous les ans une fête de l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges, c'est un événement de la Révolution, ça se passe dans la nuit du 4 août. Et comme on a décidé justement de faire revivre un petit peu ces symboles révolutionnaires, on s'est dit c'est trop beau. Il y a justement l'occasion de faire le lien entre zone rurale, quartier populaire et de venir parler de la Révolution française et de ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Moi j'avais organisé dans ma circonscription une fête de la Révolution le 14 juillet. On a fait un hommage, peut-être que vous avez vu ça, à Robespierre, à Arras, le jour de sa mort, le 28 juillet, le 10 Thermidor, puisqu'il est mort le lendemain du 9 Thermidor. Et comme ça on essaye de ramener un certain nombre d'histoires, de petits symboles qui peuvent être des enseignements aussi pour le présent. Alors le 4 août, qu'est-ce qui se passe 1789? Eh bien c'est une nuit un peu... les têtes fument et où les nobles, les curés passent les uns après les autres pour venir dire qu'ils abolissent les privilèges. Ça vient pas de nulle part, ça vient du fait que la Révolution française est déjà commencée le 4 août. Elle commence en réalité avec la convocation des États généraux. Les États généraux, c'était la seule structure habilitée à réformer en profondeur l'impôt, et le roi les avait convoqués. Donc il y a d'abord ces États généraux qui se proclament Assemblée nationale le 26 juin, puis le 14 juillet commence l'événement central qui est la prise de la Bastille. Je vous passe sur les détails. Le roi a viré un ministre que tout le monde adorait, donc ils n'étaient pas contents. Du coup ils se sont dit merde, ils essayent de nous tuer, parce que par ailleurs le roi était en train de masser des troupes à l'extérieur de Paris. Et donc ils sont allés chercher des armes, ils prennent la Bastille. Et en fait l'événement de la prise de la Bastille lance un moment qui est beaucoup plus large. Tenez, je fais un petit détour pour vous expliquer la cocarde, ça me fait marrer. Mais en fait, le lendemain, donc le 14 juillet, il y a la prise de la Bastille, et le 15 juillet ou le 16 juillet, le roi rappelle le ministre qu'il avait viré, il s'appelait Necker, et il était très apprécié parce qu'il avait arrêté des réformes libérales qui permettaient d'exporter le grain, donc qui permettaient de faire augmenter les prix du grain. Bref, donc il rappelle Necker. Et en fait, la Révolution française, la prise de la Bastille, s'accompagne d'une révolution municipale dans laquelle il y a un pouvoir révolutionnaire qui se met en place dans la ville de Paris, c'est Bailly, qui est nommé maire de Paris. Et le roi, en fait, est plus ou moins contraint de se rendre à l'hôtel de ville de Paris pour reconnaître ce nouveau pouvoir municipal qui s'est mis en place. Et au moment où il arrive, on lui file ça, la cocarde tricolore, parce qu'ils avaient mis le rouge et le bleu, qui étaient les couleurs de la ville de Paris. Initialement, la cocarde a été rouge et bleu, et ils y avaient ajouté le blanc de la monarchie, pour dire en gros symbole d'unité et d'unité nationale, le roi, le peuple, tout le monde est d'accord, etc. Et ce symbole-là veut dire que le pouvoir politique est contrôlé par le peuple. C'est-à-dire on met le blanc de la monarchie à l'intérieur des couleurs du peuple. C'est pour ça qu'on utilise ces symboles-là. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais passer sur la partie importante. Donc, il y a ce 14 juillet qui commence, et en fait ça provoque un mouvement dans les campagnes. Dans les campagnes, la révolution s'étend. On a appelé ça la grande peur, parce qu'on dit que c'est que les paysans avaient peur d'une répression qui viendrait de l'étranger. Et c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui existent à ce moment-là, mais en réalité ce qui se passe, c'est un mouvement de révolte populaire massive, de révolte paysanne massive, qui fait que les paysans vont dans les châteaux, parfois cramer 2 ou 3 châteaux, on va pas se mentir, mais surtout s'emparer des livres terriers, qui étaient les livres qui contenaient les privilèges des nobles. Et ils se mettent un peu à les cramer, là pour le coup, les livres terriers, à les prendre, à les brûler, à les déchirer. Bref, ils sont en train déjà d'abolir les privilèges des nobles sur l'endroit où c'était noté. Et à Paris, ils commencent à flipper un peu sévèrement, et ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a 2 lignes, il y a la ligne, enfin au début il n'y a qu'une ligne, c'est il faut mater la révolte. Même des députés du tiers-état défendaient l'idée que là c'était trop quand même, il fallait calmer le jeu, et que si les mecs commençaient à tout cramer, ça allait pas bien se passer. Et au final, ils se rendent compte qu'il n'est pas possible d'arrêter cette révolte paysanne autrement qu'en faisant avancer la révolution plus loin qu'elle n'était déjà avancée. Et donc ils vont décider d'abolir les privilèges. En fait, ça ne vient pas de nulle part. C'est le club des Bretons, qui était le club, qui deviendra le club des Jacobins à la fin, qui le 3 août débat de la possibilité d'abolir les privilèges. Ils le font. Le lendemain, en fait, il y a le vicomte de Noailles qui va à la tribune et qui dit « Moi, je propose d'abolir les privilèges de je sais plus quoi, mais il commence par un privilège. »
Et ensuite, tous les uns après les autres, ils passent à la tribune, les nobles, les prêtres, qui vont en disant bah, abolissons l'inégalité devant l'impôt et faisons l'égalité devant l'impôt. Très bien, dit tout le monde. Abolissons la dîme. Très bien, dit tout le monde. Bref, ils passent les uns après les autres. Certains disant moi je renonce à mon droit de chasse, etc. Je veux que tout le monde. Et ils sont dans une espèce d'exaltation dans laquelle ils abolissent tout. Le lendemain, ils déchantent un peu, ils se disent bon, on a peut-être un peu déconné. Et en fait, toute la suite va être un essai de limiter l'abolition des privilèges. Mais il s'est passé cette nuit du 4 août. Il proclame en réalité d'ores et déjà que les êtres humains sont égaux. Et il y a une autre abolition qui est en train de se passer à ce moment-là. C'est une abolition des lois locales, de tout ce qui est le droit, les privilèges locaux. Et en fait, cette nuit-là, c'est aussi celle où commence l'unité du peuple français par l'unité de la loi sur le territoire national. Et Michelet, qui est un historien du 19e siècle, dit à propos de cette soirée, il dit de cette merveilleuse nuit, plus de classe des Français, plus de provinces, une France. Et il décrit en fait cette unification autour de la loi. C'est une lutte en fait, donc je l'ai montré, qui unit Paris et la campagne. C'est un peu, voilà, ça vous dit pourquoi aussi nous on est en train de faire ça. Et finalement, tous ceux qui aujourd'hui essayent de diviser le peuple sur cette base-là, sur la base il y a les ruraux et il y a les quartiers populaires, sur la base il y a les travailleurs et il y a les chômeurs qui profitent du système, il y a les gens, on les divise en fonction de la couleur de peau, de la religion, de tout ce qu'on veut. Tous les gens qui essayent de diviser le peuple empêchent en réalité qu'on se batte avec des objectifs communs contre les puissants qui ont aujourd'hui des privilèges et qui en ont de plus en plus. Et c'est sur ça dont je voudrais parler maintenant parce que, je vous l'ai dit, on essaye de tirer de la révolution ce qui peut nous servir à avoir des enseignements sur le présent. Et dans les enseignements sur le présent, il y a les nouveaux privilèges. Les nouveaux privilèges, c'est ceux des riches. D'abord, un privilège devant l'impôt. On paye moins d'impôts quand on est riche que quand on est pauvre en pourcentage de son revenu. Pour une raison qui est assez simple, qui est que quand on est plus pauvre, on utilise l'essentiel de son revenu pour consommer et pour acheter de la nourriture, pour acheter des produits d'hygiène, ce que vous voulez, pour payer les factures. Et sur ces factures, on paye un impôt unique, qui est la TVA, et qui coûte du coup plus cher en pourcentage du revenu que pour les plus riches. Mais il n'y a pas que ça. C'est que la richesse des plus riches est aussi une richesse en capital, et pas une richesse qui est issue du travail. Et cette richesse-là, elle est moins taxée, ces revenus-là sont moins taxés que les revenus du travail. Et il faut ajouter que Macron, dans son quinquennat précédent, il a encore rajouté des privilèges en supprimant l'ISF, l'impôt sur la fortune, en mettant en place la flat tax qui taxe encore moins justement le capital. Et donc il a continué à augmenter ces privilèges des riches. Il y en a d'autres, il y a toutes les niches fiscales qui sont davantage utilisées par les riches que par les honnêtes gens. Et puis vous avez aussi la fraude et l'évasion fiscale. Je ne pense pas qu'ici il y ait des gens qui soient concernés, hein. Mais en revanche, il y a des gens qui sont réellement concernés et qui nous coûtent chaque année 80 milliards d'euros par an. Nous, on a des propositions face à ça qui sont assez simples. Établir l'ISF, supprimer la flat tax, donc supprimer ces privilèges des riches, et faire une véritable révolution fiscale en transformant l'impôt sur le revenu, en faisant 14 tranches d'impôt sur le revenu et en rendant la CSG progressive. Parce que la CSG, c'est pareil, c'est un impôt qui est injuste, qui est au même niveau pour tout le monde, alors qu'on pourrait décider que les riches payent davantage de CSG, que les autres en payent moins. Avec le système qu'on propose, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois seraient gagnants, tous ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois devraient participer davantage pour la solidarité nationale. Il y a évidemment une mesure qui est extrêmement simple aussi pour gagner un maximum de blé, qui est de recréer des postes de contrôleurs fiscaux. C'est le seul poste de fonctionnaire qui rapporte de l'argent net. Ils créent un poste pour gagner du fric. Et eux, ils en suppriment pour encourager le fait qu'il puisse y avoir de la fraude et de l'évasion fiscale. Donc quand ils nous disent qu'ils sont en train de lutter contre ça, c'est pas vrai, ils le font absolument pas. Dernière mesure sur ce point, l'impôt universel, qui permet en fait de taxer ceux qui fuient l'impôt en allant à l'étranger, de les taxer de ce qu'ils devraient à l'État français si jamais ils étaient restés en France. Pour une raison simple aussi, c'est que des gens qui fuient l'impôt, ensuite peuvent tout à fait revenir en France et dire bah, moi je suis français, j'ai le droit d'aller à l'hôpital, j'ai le droit d'utiliser les services publics, alors même qu'ils ne les financent pas à la hauteur à laquelle ils le devraient. Autre privilège, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, j'espère que c'est pas trop longtemps. Autre privilège qui est sans doute le privilège le plus important parce qu'il est celui du rétablissement d'une nouvelle aristocratie. Et Robespierre disait à l'époque où il débattait du droit de vote censitaire, c'est-à-dire le droit de vote où il faut payer une
certaine part d'impôt pour pouvoir participer au vote. Il leur disait, si vous faites ça, vous allez rétablir une nouvelle aristocratie, la pire d'entre toutes, celle des riches. Et bien justement, aujourd'hui, on est en train de rétablir cette aristocratie des riches avec le privilège sur l'héritage. Aujourd'hui, il y a, tu l'as dit, 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de Français dans notre pays. Et ces gens-là peuvent transmettre leur fortune, pour l'essentiel, en contournant l'impôt et de manière déraisonnable. Je veux dire, ils pourraient participer au financement de l'État et des services publics. Nous avons une proposition qui est choc, mais qui est efficace, c'est de mettre en place un héritage maximum à 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est 800 siècles de SMIC. Non, 800 années, pardon, 8 siècles de SMIC, 800 années de SMIC. Ça va. Je pense qu'on peut largement commencer dans la vie avec 800 années de SMIC, sans que ça soit préjudiciable pour les pauvres enfants des riches qui ne se retrouveraient qu'avec 12 millions d'euros pour commencer dans la vie. En revanche, avec l'argent qu'on récupérerait avec ça, on pourrait financer une mesure qui est une mesure d'égalité et de justice, qui est la garantie d'autonomie pour les jeunes à 1 063 € par mois pour permettre aux jeunes de faire des études en ne faisant que faire des études et pas en ayant à travailler pour financer leurs études, parce que nous on estime que c'est utile pour le pays, qu'il y ait des gens qui se forment et qui puissent ne faire que ça et bien se former pour le pays. En gros, nous ce qu'on propose, c'est une société dans laquelle les gens... Non, pardon. C'est un héritage de la société à la place d'une société des héritiers, qui est ce qu'on a à l'heure actuelle. Autre privilège extrêmement grave dans la période, celui de l'accaparement des denrées et du pouvoir de fixer les prix. Ça, c'est un gros privilège, c'est celui qui provoque l'augmentation sans cesse des prix. Si on prend Total est en train de réaliser des bénéfices qui sont considérables, 17 milliards d'euros de bénéfices rien que pour le début de l'année, et Total l'année dernière n'a payé aucun impôt sur les sociétés. Ça, c'est une situation de privilège, parce que c'est... Alors, j'explique pourquoi. Parce que par un jeu, ils déclarent que l'essentiel de leurs revenus est fait ailleurs qu'en France, et donc ils n'ont pas à être imposés sur la France. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a vendu comme argument quand on nous a refusé la taxation des super profits. On nous a dit, mais Total ne réalise pas de bénéfices en France, enfin, très peu de bénéfices en France. Et tout ça, c'est des jeux comptables qui leur permettent de dire qu'ils ont des pertes en France, mais par contre de dire qu'ils ont des gains dans d'autres pays que la France. Et sur ce point-là, cette manière d'accaparer la richesse, d'accaparer les denrées et ensuite de pouvoir les vendre au plus haut prix, j'en ai parlé tout à l'heure de la loi du maximum, c'est-à-dire la loi de blocage des prix. Et à l'époque déjà, moi je trouve Robespierre avait une formule qui était magnifique sur le sujet. Il disait, il n'est pas nécessaire que je puisse m'acheter de brillantes étoffes, mais il faut que je sois assez riche pour pouvoir acheter du pain pour moi et pour mes enfants. Le négociant c'est Total, ou Carrefour, ou ce que vous voulez. Le négociant peut bien garder dans ses magasins les marchandises que le luxe et la vanité convoitent jusqu'à ce qu'il trouve le moment de les vendre au plus haut prix possible, mais nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Et aujourd'hui, les grandes entreprises, les ultra-riches sont en train de faire ça. Ils sont en train d'entasser, non pas des monceaux de blé, mais des monceaux de fric à côté de nos semblables qui meurent de faim. À côté des 2000 personnes qui meurent dans la rue chaque année. De froid, de faim, de soif, de chaleur parfois, d'arrêt cardiaque, parce que certaines personnes refusent le devoir de solidarité, d'humanité en réalité, qu'ils devraient avoir vis-à-vis des autres. Bon, j'essaye de donner des solutions concrètes à chaque fois. Proposition pour répondre à ces privilèges, le blocage des prix bien sûr, qui est déjà appliqué dans un département français, La Réunion, dans lequel l'essence est bloquée. Et d'ailleurs, ça vous règle un problème très concret de la vie quotidienne quand vous essayez de chercher la pompe la moins chère du coin. Bah, à La Réunion, toutes les pompes sont au même prix, comme ça au moins c'est plus facile. Ça permet à des comment on appelle ça, des stations-service de continuer à exister dans des endroits plus éloignés des grandes villes, donc ça crée de l'emploi aussi. Et on voit que c'est une politique qui est efficace à la fois pour le pouvoir d'achat et pour l'emploi, et qu'elle est possible à appliquer, vu qu'elle est déjà appliquée dans un département français. Évidemment, la taxation des super profits, j'en ai parlé, et je propose une autre parce que c'est une proposition qui n'est pas forcément très connue. C'est ce qu'on appelle la caisse de péréquation interentreprise. Celle-là, elle est vachement bien et je vous invite à en parler autour de vous parce qu'ils disent toujours qu'on n'en a rien à faire des entreprises, c'est faux. Nous, on propose qu'on crée une caisse
pour les cotisations patronales. Et que dans cette caisse, les grandes entreprises participent davantage que les petites entreprises, afin qu'il y ait moins d'impôts qui pèsent sur les petites entreprises et qu'il y en ait davantage qui pèsent sur les grosses. De la même manière qu'on propose le fait que l'impôt sur les sociétés devienne progressif, parce qu'actuellement tout le monde paye 25%, grandes entreprises comme petites. Et je vous ai dit que les grandes entreprises, en plus, par des jeux comptables, arrivent à contourner même ces 25% d'impôts et à ne pas payer d'impôts. Bon, j'en avais encore sur le logement, mais je pense que je vais passer sur les privilèges du logement. Sachez juste une chose, 50% des logements qui sont mis en location sont détenus par 3,5% des propriétaires. Énorme privilège que celui de posséder la moitié de ce qui est mis en location et de faire du profit. C'est eux en réalité les véritables assistés, ils font rien et ils gagnent de l'argent à rien faire parce que d'autres gens, les gens du peuple, ont besoin de logement et d'habiter, donc ils payent ces logements extrêmement fort. Bref, il y aurait aussi des propositions pour régler ce problème-là, mais je passe dessus. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que le 4 août nous donne une leçon. La nuit du 4 août, celle de l'abolition des privilèges, nous donne une leçon, celle de ne jamais se résigner parce que en un mois, entre le 26 juin et le 4 août, le peuple français a réussi à mettre à bas un système de domination qui avait duré un millénaire. Donc parfois, nous, on est un peu triste, on se dit on n'y est pas arrivé, pas encore cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais sachez que parfois, en un mois, les problèmes peuvent se régler assez rapidement alors qu'ils sont parfois ancrés depuis, je l'ai dit, un millénaire. Donc il ne faut pas désespérer, on parlait tout à l'heure de la rentrée. La rentrée va être sans doute un peu chaude. Et ben voilà, il y a des choses à en faire de cette rentrée si elle est un peu chaude. Et il faut espérer qu'en un mois, peut-être, on arrive à régler un certain nombre de problèmes. Mais pour ça, il faudra dégager ceux qui sont là et trouver les moyens de le faire. Je pense que si la situation est bloquée, il est assez évident qu'on devra revenir aux urnes. Et que si on arrive à obtenir ça, la NUPES, ce qu'on a créé pendant l'élection législative, il faudra le conserver, le rendre plus puissant. Et d'ici là, avoir fait la démonstration que ceux d'en face qui ont réussi à gagner, ceux du Front National, du Rassemblement National, pardon, ne sont pas les gens qui défendent les intérêts du peuple. Voilà, je finis juste sur un petit mot de Jaurès. Il nous dit « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. » C'est cet espoir-là que je vous invite à garder. Vive la République, vive la France et vive la Révolution.